Bonjour YouTube, c'est l'heure du bilan culturel du mois de novembre 2022. Encore beaucoup de lectures ce mois-ci, quelques films, quelques concerts. On enregistre cette émission sur Twitch. Actuellement, on est le 5 décembre et c'est parti, on va passer en premier sur les lectures. Alors, les lectures. Les lectures du mois. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai lues en diagonale parce que, comme je disais, j'avais beaucoup de taf en novembre et que j'ai lu uniquement pour savoir de quoi ça parlait parce que j'avais des offices BD ou que c'est des nouveautés qui sont rentrées dans ma médiathèque. Du coup, pour ceux qui me connaissent pas, je suis responsable d'un fonds BD manga dans une médiathèque. J'anime aussi un club lecture ado, donc j'essaye de leur présenter des choses, même si ces 2 derniers mois on a fait des sorties surtout, du coup j'avais moins besoin de lire pour eux, mais bon, j'essaye quand même de lire encore un petit peu d'ado young adulte, même si j'en lis beaucoup moins qu'avant, parce qu'à une époque je m'occupais d'un fonds ado. Là c'est plus le cas, et bah après j'aime lire de la BD, c'est ma passion, donc voilà, d'où le fait que je lise beaucoup de choses, ce n'est pas, faut pas se mettre la pression sur lire beaucoup, vraiment, ça on oublie, ça doit rester un plaisir avant tout. Donc, apparaît Ranman, tome 1, alors, je sais pas comment, je crois que je vais ouvrir dans un nouvel onglet à chaque fois parce que sinon ça va être chiant. Ah, c'est terminé en 3 tomes. C'est bien, ça c'est bien. J'avais même pas capté. Très très bien, parce que du coup j'ai acheté pour la médiathèque et quand ça fait 10 millions de tomes, c'est pénible au bout d'un moment. Alors, on va être sur voilà, un manga qui se passe aux États-Unis au 19e siècle. On va être dans le milieu automobile, donc un truc qui change un petit peu de d'habitude. On va suivre voilà, les personnages que vous voyez ici sur la couverture. Donc on n'est pas au Japon, on est aux États-Unis, donc ça va changer un peu des ambiances habituelles qu'on va voir souvent dans les mangas, et en plus du coup au 19e, donc on est dans un truc un peu plus historique entre guillemets, hein. Voilà. On va suivre donc voilà, Sorano apparaît, un ingénieur brillant qui va vouloir vraiment créer une voiture hyper rapide, solide, etc. Et Ishiki Kozame qui est le personnage qui est derrière, qui est un samouraï un peu quart, du coup, voilà, le samouraï il va être vraiment un peu en décalage avec le monde dans lequel ils atterrissent. Donc ils arrivent en Amérique, pour rentrer chez eux, ils vont participer à l'American Transcontinental Race, qui est une très grande course et tout le monde ne peut pas y participer. Et donc voilà, là ils vont découvrir des personnages, un peu le milieu de l'automobile, tout ça. C'est un premier tome qui est assez prometteur. Visiblement ça a dû être une série qui a pas dû avoir le succès escompté, parce que si c'est en 3 tomes, c'est que ça a pas dû marcher énormément auprès du public. Mais c'est assez sympa, je lirai pas la suite parce que j'ai pas le temps et que non plus c'est pas... je pense pas que je suis le public cible, mais c'est assez cool. Voilà. La vie extrêmement embarrassante de Lottie Brooks. Un roman ado que j'ai lu très très vite, qui était cool aussi. C'était le coup de cœur d'une de mes collègues, alors pour moi c'est pas un coup de cœur non plus. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas un coup de cœur. Déjà, je vous lis le résumé. Lottie entre au collège et sa vie est officiellement finie. Ses vacances étaient d'un ennui mortel. Sa meilleure amie a déménagé en Australie sur une plage avec des surfeurs. Et Lottie n'a même pas de soutien-gorge. La solution, écrire son journal intime. À lui, elle pourra tout dire. Son absence de hobby, YouTube, ça compte. Sa passion pour les Kit Kat, sa housse de couette licorne et sa collection de Sylvanian.
et confier son rêve secret de devenir une fille cool au balayage miel doré qui boit du café, mais surtout, grâce à lui, elle pourra survivre au péril de la pré-adolescence. C'est clairement, du coup c'est vraiment écrit comme dans le résumé, donc avec une écriture assez enfantine qui est censée du coup représenter l'écriture d'une pré-ado, jeune ado, voilà. Donc, bah, c'est un peu ces défauts qui font que il y a des moments où tu dis ouais ça marche bien et d'autres moments où tu dis est-ce qu'une ado aurait vraiment écrit comme ça, parlerait comme ça, etc. Du coup, c'est ces petits moments qui vont faire un peu sortir du récit, qui font que c'est pas un coup de cœur pour moi, mais c'est pas aussi simple que ça n'y paraît au début, et c'est un peu moins cliché finalement qu'il n'y paraît. Donc j'ai quand même été convaincue, et surtout c'était une lecture extrêmement rafraîchissante, agréable. Et je pense que ça plaira vraiment à un grand nombre d'ados, même de bons lecteurs qui sont primaires, sans souci. Je peux le conseiller à beaucoup de monde, ça c'est... Et voilà, vraiment, vraiment sympa. Voilà pour la vie extrêmement embarrassante de Lottie Brooks, et bon bah voilà, comme ces romans un petit peu sur... l'entrée au collège, la popularité, l'amitié, tout ça, ça aborde pas mal de thèmes de manière assez juste finalement, donc malgré ce truc de est-ce que c'est vraiment comme ça que parlerait ou écrirait un adolescent, sachant que on a un truc de avoir tendance à écrire comme ils parleraient, mais même eux, quand ils écrivent, ils n'écrivent pas forcément comme ils parlent. Hein. La suite de Manchuria Opium Squad, ça c'est une série que je lis toujours avec plaisir. Donc tome 3, je crois que j'ai lu jusqu'au 5, on va regarder ce mois-ci. Toujours très bien, un peu... Enfin, on découvre différents aspects du coup de ces problématiques d'opium dans la Mandchourie de cette époque-là. Il y a des tomes qui sont un peu moins, on va dire, intéressants. On tourne un peu plus en rond, mais il y a toujours un petit peu... on bouge toujours, on n'est jamais fixe, on découvre d'autres peuples, parce que du coup, il y a on part du Japon, on arrive en Chine, après, j'ai perdu le nom de cette région. On est en Mongolie, il me semble, à un moment. On découvre tout un tas de cultures qui fait la complexité de cette région géographique de cette époque, et à travers un marché ultra violent qu'est l'opium. Du coup, c'est assez captivant. C'est très violent. Mais pour l'instant, ça reste une lecture qui m'accroche bien. Ah, je crois que c'était le dernier. Beasters, tome 22. Oui, la série, elle est terminée. Il était temps. Je dirais qu'il était temps. Même si du coup, c'est un tome qui m'a fait assez plaisir. C'était vraiment un tome de conclusion où il se passait pas grand-chose. Du coup, je vais pas raconter ce qui se passe dans ce dernier tome, parce que c'est vraiment... Si vous avez pas lu la série Beasters... c'est une série assez sympa, mais avec une inégalité, je trouve, entre le début et la fin. Je pense qu'ils auraient pu faire moitié moins de tomes. Ça suffisait pour explorer toutes les thématiques qui ont été explorées. Mais voilà, c'était un tome de conclusion agréable, avec de l'espoir. Avec de l'espoir, parce que mine de rien, sur les tomes précédents, je me demandais, donc ça a un peu relancé mon intérêt. Voilà, franchement, voilà. Lancez-vous si vous avez envie de vous lancer, de commencer une série manga qui est terminée. Je pense que c'est dans toutes les médiathèques.
C'est une série qui a bien marché, donc oui, je pense que vous pouvez la trouver facilement. Et avec des thématiques assez adultes, assez sombres. Voilà, ils mettent allégorie frappante de notre société. Beastars renverse toutes les conventions. Découvrez la conclusion d'un récit atypique qui explore la part animale de l'homme. Ok, je sais pas si vraiment c'était pour parler de la part animale de l'homme, sûrement, mais en tout cas, on peut faire pas mal de parallèles avec ce que nous on vit. Donc, c'est assez intéressant aussi. Et puis, c'est juste. Il y a juste aussi un peu de suspense, surtout au début, et ça en fait juste une bonne histoire dans laquelle se faire emporter. Hop, donc Manchuria Opium Squad, j'ai continué. Ça j'ai adoré. Et j'ai un collègue qui a détesté, qui a dit non, qui voulait pas qu'on l'achète sur le réseau, et j'ai eu plusieurs demandes d'achat, donc j'ai fini par l'acheter et je l'ai lu du coup. Mais quoi? Benoît, si un jour tu tombes sur cette vidéo, mais il est super ce bouquin. Il faut qu'on en parle. Toutes les morts de Layla Starr. Vraiment, moi c'est pas très souvent, je suis un peu blasée de mes lectures, je trouve toujours ça un peu bien, ce que je lis, mais c'est rare que je sois vraiment emportée ou que je sois émue. Et ces derniers temps, j'ai retrouvé ce truc d'émotion quand je lis, et franchement, génial, parce que... ouais, ça fait... Ouais, pendant un petit moment, je ne retrouvais pas ça, et c'est dommage parce que... Il y a eu des moments où je me dis, mais est-ce que j'ai autant plaisir à lire qu'un moment? Est-ce que je vais pas juste continuer à lire juste pour le travail et puis tant pis quoi? Non, il y a encore de l'émotion qui est là, donc tant mieux. Donc on va suivre la mort. Qui va... C'est ça, qui va être envoyée. Et elle va se retrouver dans un corps, le corps de Layla. Voilà. Et elle va n'avoir de cesse... En fait, elle va être envoyée parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui va inventer un remède contre la mort. En fait, il va inventer l'immortalité. Donc, on n'a plus besoin d'elle. Et donc, quand elle va se retrouver dans le corps de cette Layla, qui est mortelle, elle va n'avoir de cesse que d'essayer d'éliminer Darius, du coup, qui est cette personne qui va inventer le remède contre la mort. Et sans cesse, elle va à nouveau... elle va mourir. Et elle va ressusciter des années plus tard. Et elle va rencontrer plusieurs fois Darius et remourir, etc. Voilà, etc., etc. Ce qui va faire qu'on va rencontrer Darius plusieurs fois, des moments clés de sa vie, et qu'on va comprendre sa vie à travers plusieurs petits épisodes. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement touchant, extrêmement bien fait, extrêmement page-turner. On a très envie de le lire d'un coup, quoi, même si, c'est quand même 128 pages. C'est pas une BD de 30 pages, quoi. Et c'est très beau. C'est très très beau, en plus. Et je trouve que même la couverture, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, et pourtant cette couverture est magnifique. Enfin, peut-être que c'est pas à vos goûts, mais moi, je la trouve très très belle. Coucou Ecstasy, coucou! Bienvenue sur le live. Voilà. Donc vraiment, toutes les morts de Layla Starr, moi je vous la conseille. C'est chez Urban Comics, dans la collection Indies. Pareil, ça parle de plein de sujets. De la vie, de la mort, des relations. C'est assez philosophique. C'est très beau. C'est très émouvant. Let's go, quoi. Bon, vous savez, ma petite passion secrète, pas très secrète pour les shoujo.
Ben, Mordu de toi, que je continue. J'aime bien. Les shoujo, c'est vraiment le truc, je dis vraiment en 15 minutes, comme ça. C'est une petite amourette, celle-ci, on en avait parlé, je crois, déjà le mois dernier. Entre deux personnages, une jeune fille très enjouée, vous voyez, c'est vraiment le cliché de l'héroïne de shoujo, et le garçon un peu taiseux, qui s'intéresse à rien, voilà. Mais ben du coup c'est une petite histoire d'amour plutôt pas trop toxique, et c'est ce qu'on... Voilà. Moi, c'est ce qu'on cherche hein, dans les shoujo. Hein. Je leur demande pas de réinventer les romances. Hein. Je crois que on n'en est pas là. Par contre, si déjà on est dans des relations hétéro pas toxiques, parce que le nombre de shoujo qui montrent des relations vraiment pas saines du tout, bon, voilà. Donc voilà, Mordu de toi, si vous avez des ados qui aiment bien les romances, c'est un truc à conseiller. Hop, j'ai lu Ranking of Kings, c'est un manga qui a beaucoup de succès ces derniers temps. Et alors, je l'ai lu un peu en diagonale. Je me ferai taper dessus par les collègues qui ont adoré cette série. Que j'ai trouvé bien, hein, mais c'est juste que c'est pareil, j'étais dans un moment où je voulais juste savoir de quoi ça parlait. Donc je vous lis le résumé. Royaume de Bost est en péril, son fondateur, connu pour sa force herculéenne, est gravement malade, et l'héritier, le jeune prince Bojji, est loin d'avoir le profil pour prendre sa place. Sourd et muet d'une faiblesse telle qu'il est incapable de manier l'épée, il est la cible de toutes les moqueries du chevalier aux paysans. S'il accède au trône, le pays est promis à la déchéance dans le classement des rois, dont le principal critère est la puissance des souverains. De ce point de vue, c'est le prince cadet Daïda qui remporte le soutien populaire. Hop, ah, c'est marrant du coup. Ouais, on a que ça comme résumé. Ok. Et bah du coup, on va suivre ce petit prince, voilà. Et ce personnage-là, c'est cette ombre qui, au début, maltraite un petit peu le racket, clairement. Je sais pas si c'est un vrai truc réel ou c'est un truc qui est là pour symboliser quelque chose du prince, son imagination ou une maladie ou quelque chose, je sais pas. Je pense que comme soit ça y répond pas tout de suite, soit juste je l'ai lu trop en diagonale. Mais ben déjà il y a des dessins qui sont assez vraiment très chouettes, qui sortent un petit peu de ce qui se fait actuellement dans le manga. Vraiment ça renouvelle un peu le style et c'est vraiment très sympa. Tu comprends qu'il y a pas mal de double lecture aussi. Voilà, du coup tu peux le conseiller à vraiment des petits, à partir du moment où ils savent lire, comme à des adultes. Je pense que ça peut avoir plusieurs niveaux de lecture. Il y a des gens qui trouvent le dessin maladroit, moi je le trouve vraiment charmant en fait. Bah, les gens disent aussi... le dessin pêche par sa maladresse. Ouais, mais moi vraiment c'est... C'est parce qu'effectivement c'est pas dans les codes habituels, actuels. Et du coup, ouais, je pense que les lecteurs de manga sont un peu perturbés par ce dessin. Et voilà. Du coup, voilà, effectivement, il y a une profondeur et plusieurs niveaux de lecture qui sont assez intéressants dans Ranking of Kings. C'est très sympa. Hop, Sermilik de Simon Hureau. Simon Hureau, il avait fait l'Oasis, qui était chouette déjà, et bon, déjà, c'est très beau. Je reprends une gorgée de café hein, pour me faire couler un peu. Et là, on va suivre... comment c'est Max
Je sais plus quel gars c'est. Tadam. Tadam. Ok. Est-ce que je voulais donner son nom complet parce que je m'en rappelle plus, mais bon, tant pis. Donc, c'est l'histoire vraie de Max qui, du coup, quitte Marseille pour s'installer effectivement sur la côte est du Groenland, dans un petit village isolé, dont le nom est ici Tinkilak. Voilà. Il va apprendre à vivre vraiment comme les Inuits. Il va devenir chasseur parce que c'est un peu le but ultime pour un homme Inuit, c'est d'être chasseur. C'est un peu c'est une reconnaissance sociale importante. Donc il va se marier à ce moment-là avec une femme de là-bas et petit à petit il va voir le changement, les changements dans la société se créer, par la modernité arriver, les populations vieillir, les jeunes soit partir, soit l'alcool faire des ravages aussi dans les villages où il y a très peu de travail. Petit à petit, la valeur des peaux, des phoques baisser, etc. Donc, toutes ces choses-là qui vont faire beaucoup de dégâts au Groenland, mine de rien. Donc, pour survivre, il va arrêter d'être chasseur et il va devenir enseignant. Il va devenir le maître de l'école du village. Et il va essayer d'avoir un bon équilibre entre enseigner quelque chose qui peut être utile pour des enfants qui partiraient faire des études, quoi, donc d'être quand même proche de les apprentissages fondamentaux, d'un programme scolaire un peu académique, on va dire, et en même temps, lui, il a tout appris, il a voulu énormément s'intégrer, donc il a vraiment appris toutes les techniques traditionnelles, et du coup, il va essayer aussi de leur transmettre ça pour pas que ça se perde, et aussi pour qu'ils soient fiers d'eux et de leur culture. Du coup, c'est le récit par Cyril Monhuro de la vie de Max, du coup, dans ce village. Et il y a des moments un petit peu violents de chasse et de trucs comme ça, quoi, où moi, je suis un peu sensible. Donc voilà, mais en vrai, c'est un exemple assez intéressant d'un homme qui s'est bien intégré dans cette communauté-là. Et de ce qui se passe actuellement dans ces villages au Groenland, vraiment, et puis c'est chouette. Et puis Simon Monhuro, il dessine extrêmement bien, c'est extrêmement beau, il y a des très belles doubles pages, ça rend très justice, on va dire, à ces paysages. Coucou Théo, coucou. Hello, hello. Alors, voilà, c'était pour Sermilix, c'était ça. Je suis toujours, alors je vais pas vous reparler encore de Tokyo Revengers. Juste vous dire, parce que du coup, j'ai lu 12, 13, 14, jusqu'au 16e tome. Juste pour dire que y a un peu plus d'enjeux qu'à un moment.
Ça, c'est reparti, il y a un enjeu, parce que mais je crois que je l'avais déjà dit le mois dernier, le truc de il peut toujours revenir en arrière et revivre, bon, là, on se disait, bah, ça peut être infini. Là, on a un peu coupé ce truc-là, on est un peu allé plus loin, il y a eu un twist, c'est bon, c'est reparti. C'est reparti, du coup là j'en attends encore un peu de Tokyo Revengers. J'ai hâte d'être surprise dans les prochains tomes. On va voir ce que ça donne. End, le tome 8. Le tome 8, je crois que c'était le dernier. Ouais. J'ai aimé cette fin de cette saga de Josei, du coup, enfin, c'est une romance, mais pour plus pour adultes. Ça veut pas dire pour adultes que c'est un truc érotique ou quoi que ce soit. Hein. Juste, bah, c'est entre des personnages adultes et il peut avoir des personnages qui couchent ensemble incroyables, quoi. Vraiment, ça arrive. Parce qu'il faut pas chercher ça dans les shoujo, bien sûr. Et on a une fin sur cette série qui est assez délicate, qui est assez juste et qui n'est pas forcément la fin qu'on attendrait genre dans une comédie romantique américaine. Et pour ça, pour moi, c'est une saga qui est assez réussie. On aurait pu couper encore 1 ou 2 tomes, mais ça, bon bah voilà, hein, je pense qu'on a l'habitude dans les mangas. Mais franchement, j'étais assez agréablement surprise par cette fin. Alors j'ai lu Le Cher Connard de Virginie Despentes. Je l'ai lu. J'ai attendu ma place, je l'ai réservé à la bibliothèque. Et j'ai attendu ma place gentiment. Hop. Et je sais pas trop quoi en penser. J'ai lu pas mal de critiques. Oh là là. Moi ça me fascine les gens qui disent j'ai dû me faire violence pour en venir à bout. Enfin, rien contre toi, Anouchka. Mais arrêtez, laissez tomber vos lectures dans ce cas-là. On est vraiment... Pourquoi Hop. Je trouve que, bah, du coup, c'était assez intéressant sur certains points dans le fait que Virginie Despentes est très forte pour retranscrire vraiment ce qui se passe dans une certaine partie de la société. Voilà. L'écriture, moi, je la trouve toujours très bien. Mais, comment dire ? Est-ce que ça fait avancer Bon, après, c'est pas forcément le but, hein. Est-ce que ça fait avancer les choses ? Bon, déjà, je vous explique de quoi ça parle. On va être sur un roman épistolaire, c'est-à-dire qu'il y a une actrice, ça va commencer par Cher Connard, du coup, et c'est une grande comédienne, actrice, qui répond à un mec qui lui a écrit une lettre ou un mail ou je sais plus, un truc vraiment... méchant sur internet ou je sais plus où, bref on s'en fiche, et qui va l'attaquer sur son physique et plein de trucs comme ça parce qu'elle vieillit, parce qu'elle prend du poids avec l'âge ou ce genre de choses. Et lui il s'avère qu'en fait c'est elle va lui répondre, et lui il s'avère que c'est un romancier célèbre qui vient d'un milieu social assez défavorisé de la campagne ouvrière, etc., machin, et que du coup c'est devenu un auteur à succès, du coup c'est un transfuge de classe, etc., machin.
Elle connaît sa sœur à ce mec-là, du coup, cette actrice. Et du coup, va s'enchaîner une conversation par lettre entre eux. En dehors de ça, on va dire, en dehors de cette conversation, il va aussi avoir des billets de blog de une certaine Zoé Katana, qui est donc une ancienne collaboratrice dans la maison d'édition de l'auteur, qui aurait été harcelée sexuellement par ce mec, par cet auteur. Et donc elle va lui faire un MeToo, quoi. Elle va le dénoncer sur internet en tant que féministe sur les réseaux sociaux. Et donc on va avoir la conversation, les lettres de donc, cette actrice, les lettres de ce romancier et les billets de blog de temps en temps de cette féministe sur les réseaux sociaux. Et voilà. Et du coup, c'est très dans l'air du temps, c'est très écrit avec des choses qu'on pourrait lire sur Twitter, des choses, voilà, enfin... Virginie Desplantes, clairement, elle est sur les réseaux sociaux, elle sait de quoi elle parle, mais du coup, moi, je trouve qu'on n'arrive pas... Contrairement à... Moi, j'en ai lu pas mal, hein, des bouquins d'elle, hein. Là, ben, du coup, on sait pas trop où est sa voix, sûrement un peu entre toutes ces personnes-là. Du coup, il y avait des moments où j'étais à l'aise, allez, c'est malin quand même. C'est bien comment elle écrit, elle écrit bien, elle sait de quoi elle parle. Et des moments où j'étais un peu mal à l'aise. Je sais pas si c'était ce qui était voulu. Mais ouais. Je sais pas si ça vaudrait une deuxième lecture. Mais voilà. Je sais pas trop quoi en penser. Il y a des gens qui sont... Ouais, on est moins face à un roman qui est un assez sociologique. Ouais, mais moi, non, en fait, finalement. Non monologue et nombriliste, ouais, mais c'est un peu... C'est un peu ça, des gens... Moi, ce qui me fait rire, c'est vraiment les gens ont plein d'avis hyper contrastés, et en plus qui s'opposent, et c'est là où je trouve que quand même c'est assez fort. C'est assez fort parce que du coup elle a réussi à que tout le monde ne soit pas content de ce qu'elle a écrit, et peut-être que c'est là où est le génie de Despentes finalement. Donc voilà, je pourrais pas vous donner un avis définitif sur Cher Connard. Faites-vous le vôtre et venez me le raconter. Ah, ça c'est un coup de cœur. Ça j'ai adoré. Ah, est-ce qu'il veut s'ouvrir? Mauvaise fille de Anko. J'en ai fait un post Instagram. Hop, ça c'est une réédition du coup, hein. Je l'ai lu cette année, mais c'est une réédition. Donc c'est clairement inspiré de la vie de l'autrice. Donc on va suivre Jinju, qui est une mauvaise fille, elle fume des couches, nargue ses professeurs, cause des soucis à ses parents, son père il la frappe, voilà, sa mère et sa sœur elles ont peur, voilà, et ils vivent dans un quartier clairement défavorisé de je sais pas quelle ville en Corée, et donc ça se passe pendant les années 90, c'est la crise, et en gros, ben, la solution pour éduquer les enfants, visiblement, c'est les profs, ils cognent les gamins, les parents, ils cognent les gamins, et voilà. Et dans l'indifférence générale, on meurt sous les coups d'un père ou d'un petit copain. On comprend très bien que elle vit les coups, c'est hyper violent tout de suite, parce qu'on rentre tout de suite dans une scène assez comme ça violente, et après on se rend compte qu'en fait, autour d'elle, il y a des gens qui vivent encore pire, et du coup... d'où le fait que elle reste un peu dans cette situation.
Et donc, voilà, on va suivre sa vie et celle de sa copine Jung Ae. Je sais pas comment on prononce, j'espère que je sais pas trop à côté de la plaque. La fille d'un petit voyou qui est encore plus paumé qu'elle. Elles vont fuguer, elles vont aller dans les quartiers des bars à hôtesses, essayer de se faire engager, mais elles sont mineures, donc il y en a qui veulent pas les embaucher parce qu'elles le voient tout de suite, il y en a qui veulent les embaucher, mais en fait, autant sa pote, on sent qu'elle est prête à le faire, et vas-y, c'est un peu sa porte de sortie. Autant elle, Jinju, elle a pas... Voilà, elle connaît rien de ce monde et on voit qu'elle a pas sa place ici, quoi. Et du coup, on va la faire sortir, hein, les gens qui la croisent vont lui dire que c'est pas une vie pour elle. Et après, bon, on va voir que par le dessin, par une porte de sortie parce qu'elle peut avoir une carrière dans l'illustration, elle va réussir à s'en sortir autrement. Mais c'est très sombre. Le dessin est très noir, c'est très des traits un peu charbonneux qui vont très très bien avec cette ambiance poisseuse de Corée, très dans un état économique pas très... pas top, quoi, hein, on va dire. Vraiment, c'est beau, c'est triste, c'est un peu pessimiste, hein, clairement. Mais moi, je trouvais que c'était très subtil et très bien fait. Voilà. Bon, j'aime les trucs tristes, hein. En parlant de choses de tristes, un petit manga en 2 tomes, 300 jours avec toi, j'ai lu le 2e tome. Je vous dis que c'est triste, là je vous spoil complètement. Donc c'est la fin, la suite et fin de cette histoire entre... comment il s'appelait notre... Naoto Sasaki, qui voit les jours au-dessus de certaines personnes, il voit le nombre de jours qu'il leur reste à vivre et il rencontre cette jeune femme. En fait, on va apprendre qu'ils s'étaient déjà rencontrés avant dans ce tome. Et il voit le chiffre 300 au-dessus de sa tête, mais il va quand même s'engager dans une histoire d'amour avec elle. Et ben voilà, là c'est du coup la suite et la fin de leur histoire. Va-t-elle survivre? Était-ce vraiment un compte à rebours? Voilà, vous le saurez en lisant la suite de 300 jours avec toi. C'était très mignon, vraiment, ça c'est pareil, c'est le genre de truc de manga que je vais conseiller à mes fans d'histoires d'amour triste. Je sais qu'il y en a plein, voilà. Ça pose plein de questions, hein. Est-ce que vous lanceriez dans une histoire avec quelqu'un qui va mourir dans 300 jours? Voilà, pour les relations d'amour toxiques. Ça, clairement, le shoujo de l'histoire d'amour toxique à tes côtés, on est au tome 9. En vrai, ça s'améliore. Sans rire, moi j'ai toujours rêvé d'avoir ce pouvoir. Si je ne devais en choisir qu'un, ce serait celui-là, savoir quand et quoi les gens vont mourir. C'est vrai? Alors il sait pas de quoi elle va mourir. Il l'apprend au bout d'un moment parce qu'en fait c'est une maladie. Mais il sait juste le nombre de jours qui restent. Et du coup, pour ça, au début, il esquive un peu, mais elle vient toujours le voir et tout, et c'est difficile. Ouais, il y a plein de trucs. Et pareil, genre, est-ce que tu dois lui dire à la personne, c'est cette question-là, est-ce que tu dois lui dire à la personne qu'elle va mourir, et dans combien de jours? Ou est-ce que tu le laisses... Ouais. Bah ça un peu aborde toutes ces questions, peut-être ça pourrait te plaire. Donc à tes côtés, vraiment pas la même chose, hein, l'histoire d'amour entre Otaru et Ananoi qui au début c'était hyper malsain.
Lui, c'était vraiment le boyfriend hyper toxique et tout, jaloux, tout ça. Et elle se force à être en relation avec lui au début, genre vraiment parce que genre c'est le beau gosse. Mais elle n'est pas amoureuse, mais elle a envie d'apprendre ce que c'est que les relations d'amour. Donc elle se dit, ah ben je vais apprendre à tes côtés. Et lui, il va apprendre à être moins toxique à ses côtés. Et il finit là. Ça commence à aller mieux. Enfin, ça fait quelques tomes, heureusement que ça commence à aller mieux. Je voulais continuer à le lire pour voir si vraiment ça allait continuer à perdurer dans ce truc de un mec jaloux c'est normal et tout ça. Non, ça va. Mais quand même, il est toujours un peu cringe, ce gars-là. Mais moins, il devient plus sociable, il est moins problématique. Elle commence à être un peu plus entreprenante, etc. Donc les deux personnages progressent, donc c'est assez agréable finalement. Et il y a des scènes de baiser langoureux, attention. Hop, ah, Léviathan, faut que j'écrive une chronique pour Instagram, ça c'est vraiment chouette. Pose les mêmes questions aussi, c'est pour ça que je me suis curieux de ce que ce livre peut apporter comme réflexion. Ouais. Bah après ça reste un manga, donc t'auras pas toutes les réponses à tes questions, mais en tout cas ça soulève des questions, je trouve que c'est intéressant. Moi je pense que je ne veux pas du tout de ce pouvoir. Moi le seul pouvoir que je veux c'est la téléportation. Hop. Parce que moi je suis une personne pressée. Le tome 2 de Léviathan. Donc, je vais vous relire le résumé du tome 1. Au fin fond de la galaxie, le Léviathan, un immense vaisseau spatial, flotte à la dérive. Quand des pilleurs d'épaves s'y introduisent, ils découvrent le journal intime d'un collégien, Kazuma, relatant les événements qui ont eu lieu dans les entrailles du navire. À sa lecture, l'évidence s'impose, un survivant de la catastrophe se cache quelque part dans le dédale des ruines. Des années plus tôt, le jeune Kazuma est en plein voyage scolaire vers la Terre. La fête tourne court quand les explosions d'origine inconnue détruisent une partie de la coque du vaisseau. Voilà les passagers immobilisés au milieu de nulle part. L'adolescent et sa camarade Futaba, qu'on voit là sur la couverture, surprennent alors une conversation entre leur professeur et un robot de maintenance. Les réserves d'oxygène sont insuffisantes pour tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Le seul espoir de survie est un caisson de cryogénisation niché au cœur du géant de métal. Or, il ne peut contenir qu'une personne. Malheureusement pour les élèves, l'enseignant comprend vite qu'il a été entendu. C'est le début d'une lutte sanguinaire pour préserver le secret. Je voulais pas mettre le résumé du tome 2 parce que c'est clairement un Battle Royale, comme vous pouvez le comprendre à ce résumé. Donc dans la lignée de plein d'œuvres qui ont été faites ces dernières années. Mais c'est un Battle Royale vraiment réussi pour le coup. En tout cas, ces deux premiers tomes. Moi, je trouve que c'est vraiment du coup une ambiance entre Battle Royale, le manga Battle Royale, ou le film, si vous connaissez le film, et le manga... Vous voyez que j'ai un Dragon Head. Dragon Head, qui est un manga que j'adore. Moi, c'est un truc que je trouve dans cette ambiance... Dragon Head, ils sont coincés dans un tunnel de train et tout. Enfin, après, ils vont sortir et tout. Et donc, pour moi, c'est vraiment ce truc, ils sont coincés, ce truc un peu de claustrophobie. Et ce truc de Battle Royale, les gens s'entretuent alors que c'est des camarades de classe. Et en fait, du coup, il y a des alliances naturelles qui se font, d'autres pas naturelles, etc. Et il y a des tensions qui ressortent, et voilà. Et du coup, c'est chouette. Moi, j'aime bien ce genre, donc voilà. Et en plus, avec des dessins... Alors, la couverture est vraiment somptueuse. Le dessin est beaucoup plus ardu à l'intérieur, mais ardu dans un bon sens. Enfin, voilà, moi, je trouve vraiment chouette. Vraiment beau, le dessin. Avec, pareil, des noirs et des traits très durs que j'aime bien. Hop Ouais, mais quand on y pense, se téléporter, c'est se dématérialiser d'un endroit pour se rematérialiser ailleurs. Non, ce qui veut dire que pendant une infime fraction de seconde, tu n'existes plus, c'est flippant. Oui, dit comme ça, c'est hyper flippant.
carrément. Hop, alors là, c'est 2 petites BD sans texte. Première BD que j'ai lue parce que c'est une nouvelle collection qui est sortie. Donc c'est dans la boîte de Édouard Manceau et Coco et Moumouche de Matisse. 2 petites premières BD du coup sans texte, avec en plus expliqué, c'est assez bien fait, déjà elles font cette taille, donc assez petit, un format un peu album comme les parents et les enfants ont l'habitude, et en plus sur la première page c'est expliqué, oh c'est sans texte, mais comment on fait pour lire quand il n'y a pas de texte, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont inquiétés par ça. Et du coup, ben, il y a cette petite page qui explique qu'on peut lire sans texte, etc. Comment on lit une BD sans texte. Et après, voilà, quelques pages, c'est vraiment très rapide. C'est dans la boîte, il fait combien de pages ? 24 pages, voilà. Les gens, ils mettent des mauvaises notes, mais je crois que vous n'avez pas compris. C'est vraiment très mignon, voilà. Pour commencer à lire de la BD, j'ai un papa cette semaine qui m'a dit « Ah, j'ai vu qu'il y avait des... » C'est un papa qui lit beaucoup de BD, et du coup, son petit voulait lire des BD et il savait pas lire. Du coup, il lui a pris des BD sans texte, c'est parce qu'il voulait faire comme papa, et lire ses BD, voilà. Donc ils étaient contents. Norma et Belly, écureuil dégourdi, un truc très fun. Un truc très fun pour les enfants aussi. Ces petits écureuils là, qui ressemblent vraiment à pas grand chose. C'est assez mignon, un dessin très sommaire. Hein. Voilà. Des petits écureuils qui veulent manger des donuts, mais le fabricant de donuts il veut pas leur donner, voilà. Le vendeur de donuts il est grincheux, donc elle mange des châtaignes, ils mettent des châtaignes dans la pâte à donuts sans faire exprès, ça sort, ça fait des super bons donuts, et à la fin le vendeur de donuts il continue à vendre des donuts à la châtaigne et il en donne aux petits écureuils. Vraiment. C'est adorable, c'est rigolo. Une petite histoire comme ça à faire lire à tous les enfants qui commencent à lire. 112 pages, mais vraiment avec, genre c'est un petit format, avec genre il doit y avoir des illustrations par page, écrit assez gros, texte très simple. Mais une bonne... Genre vraiment c'est le genre d'histoire que vous attendez à voir dans sa cartoon ou quoi que ce soit. Donc ça passe très bien. Hop, j'ai lu le dernier, Alison Bechdel. Que j'adore. Ah ben alors là j'ai le résumé en anglais, c'est bien. Mais on s'en fiche. Le secret de la force surhumaine. Alison Bechdel qui fait ses 60 ans. Hein. Moi, je pensais pas. Les gens vieillissent, hein, on va tous mourir, sachez-le. Archibanal nous verra combien de temps il nous reste au-dessus de nos têtes. Donc, Alison Bechdel, qui en plus d'être une autrice de génie, est une grande sportive. Et je pense que je vais me l'acheter cette BD parce que moi, vous savez sans doute que j'aime beaucoup le sport aussi, que je fais pas mal de sport. Et c'est une femme qui est passée par plein de sports différents, et dans du coup le secret de la force surhumaine, elle va parler de sa relation au sport, à faire du sport, à rechercher quel est le secret de la force surhumaine justement, un peu en fait ça c'est difficile d'en parler, ça parle de tellement de plein de choses. Donc ça, elle va raconter son rapport à l'énergie, à la dépense physique, au sport, depuis le début de sa vie. Elle fait des chapitres sur tous les 10 ans en fait, à actuellement. En passant du coup par les étapes où il y a des décès dans sa famille, elle avait déjà raconté le suicide de son père et plein de choses, ses relations amoureuses, c'est une femme lesbienne, Alison Bechdel en a beaucoup parlé,
Donc ses relations amoureuses avec ses compagnes qui tournent parfois beaucoup autour du sport, parfois pas. Elle a une obsession pour vivre au fin fond de la montagne. C'est pas toujours le cas des femmes avec qui elle a vécu. Et elle a aussi une obsession pour son travail, donc aussi l'équilibre qu'elle a dans sa vie. Et ce truc de peur de la mort, je pense qu'elle a vraiment. Et c'est hyper intéressant. Moi, je me suis retrouvée dans plein de questions. Et en plus, elle a ce truc où elle fait des rappels à la fois historiques, littéraires. Elle a une grande culture littéraire, voilà. Et sportive. Et c'est... Je sais pas comment elle fait, mais c'est quelque chose qui est extrêmement bien équilibré et qui, je pense, peut plaire à beaucoup de gens parce que c'est à la fois de l'intime, elle parle de sa vie, mais en même temps, ben, on apprend plein de petites choses. Vraiment, c'est très très chouette. Et est-ce qu'elle a enfin trouvé le secret de la force surhumaine? Ben, je vous invite à lire ce livre, qui est quand même une bonne BD de 240 pages. Mais sinon, à l'offrir à tous les fans de BD qui aiment aussi le sport et qui sont obsédés par aller courir, faire du vélo, faire du yoga, ce genre de trucs. Bon, elle fait surtout ça, hein. Elle fait beaucoup de ski, du coup on le voit. Elle court, elle fait du yoga, elle fait beaucoup de vélo. Et elle a pratiqué d'autres sports aussi entre-temps. Donc pareil, hein, moi j'ai adoré. Tokyo Revengers. La Louve boréale. La Louve boréale, c'était très très beau. J'étais bien portée aussi. J'avais peur de pas aimer autant que ça. Et finalement, vraiment, j'ai kiffé. Regardez comme cette couverture est magnifique. Non, tout le monde l'a lu, hein. C'est sorti cette année, c'est sorti en mai, j'allais dire cet été même au printemps. Tout le monde l'avait lu, mais j'avais pas pris encore le temps de le lire, alors que l'autrice Nura et illustratrice Nuria Tamarit, je crois qu'elle est espagnole, je sais plus. Elle avait fait Géante, que j'avais adoré. Voilà. Enfin, elle avait fait. Elle avait illustré parce que c'était Jean-Christophe Devenay qui avait écrit. Elle avait illustré Géante, qui était déjà un livre qui était un coup de cœur pour moi, qui était sorti de la même époque que... comment il s'appelle? Oh là là, je perds tout. Podum. C'était sorti à la même époque que Podum, et Podum avait eu un plus grand succès que Géante, il me semble. J'avais beaucoup aimé Podum, mais moi j'avais vraiment préféré Géante. Et j'ai trouvé La Louve boréale vraiment super aussi. Vraiment très beau, du coup. Hop, à la fois écrit et illustré par Nuria Tamarit. Où c'est vraiment une fable écologique, on va dire. Très actuelle, qui peut ne pas apporter grand chose à cette question, mais qu'en vrai, les planches sont si belles, il y a des si belles doubles pages, et je sais qu'il y a des gens qui sont pas sensibles au dessin de ces personnages qui sont très longs avec des grands yeux sans pupilles et tout. Moi j'adore, je trouve que c'est une des illustratrices les plus talentueuses de ces dernières années. Je trouve ça très beau. Je trouve qu'elle... Oui, ça plaît pas à tout le monde, mais moi je trouve que ces personnages, ils ont quelque chose. Et ben voilà, ils ont tous des petits défauts. Ils sont tous abîmés par la vie, ça se voit. Je suis pas émue par l'émotion, même si c'est une BD qui m'a émue, mais j'ai juste un chat dans la gorge. Hein. Pardon.
Vraiment, bah ouais, en fait, je trouve que ce qui est ajouté par rapport à n'importe quelle histoire sur le sujet, c'est ces personnages qui font vrai. Et ce truc, ouais, ils ont un truc en plus. Et la beauté de chaque planche sur laquelle on veut s'attarder pendant 3 heures. Voilà. Je vous fais pas le résumé, allez le lire, on l'a vu beaucoup, allez le feuilleter, je sais même pas si c'est vraiment l'histoire qui va vous parler, mais on est dans les grands espaces, on est dans la quête de l'or, voilà, et la conquête des terres par les humains, voilà. Vraiment, c'est très beau, c'est très chouette. Alors, vous aurez sans doute... Ah, je vais boire un coup. Le problème, c'est que j'ai un truc qui gratte dans la gorge et je sais pas si ça va s'arrêter. J'aimerais bien dire, je prends une pause, je vais boire de l'eau, mais bon. Je sais pas. Et ça m'a fait ça pendant un moment, là, pendant 3 semaines. J'étais comme ça, là, à tousser, c'était chiant. J'espère que ça va pas reprendre. Ça faisait un moment que je me le trimballais parce que je suis un peu con. Non, j'avais pas beaucoup de temps de me plonger longtemps dessus et j'étais un peu fatiguée. Du coup, j'arrivais pas à être concentrée longtemps. Et c'est quand même un livre où il faut être un peu concentré. Hein. C'est un essai chez Gallimard déjà, donc faut pas être... faut avoir 2 neurones qui se connectent pour réussir à le lire, voilà, ce qui est pas toujours mon cas. Donc l'essai de Chapoutot, Libre d'obéir, le management du nazisme aujourd'hui, je l'ai lu en me disant « Ah, moi j'adore les livres de sociologie, mais c'est un livre d'histoire !» Bien sûr, je le savais, mais je sais pas, je me suis dit que ça serait quand même simple à lire, donc non, c'est pas si évident que ça, si on n'a pas l'habitude de lire des livres d'histoire. Et du coup, on va suivre rien du tout. Johan Chapoutot, il va faire un parallèle, il va parler du management et des organisations à partir du nazisme et comment ça infuse dans notre société actuellement. Et donc, il va parler de Reinhard Hemm, effectivement, et quelle était un peu la philosophie et l'organisation au niveau du management dans les sociétés, dans la société nazie, et qu'est-ce qu'il en reste après, en sachant que du coup, à cette époque-là, les personnes qui étaient haut placées, c'était toutes des personnes qui étaient dans cette organisation, et pendant un temps, sont restées encore des personnes qui ont été très en place dans des hauts postes, que ce soit dans la fonction publique ou dans le privé, et qu'il y a toujours des choses au niveau de l'organisation du travail qui restent de cette époque et qui ont infusé partout dans le monde, parce que c'est aussi des personnes qui étaient dans les écoles de management, tout ce genre de choses. Et voilà, et c'est très très intéressant. Allez-y, lisez-le si c'est un sujet qui vous intéresse. Et j'ai presque fini, il me reste Asadora et l'école des petits monstres. Je suis au tome 6 d'Asadora, c'est super. C'est vraiment super, Asadora. Allez-y, lisez ça si vous avez envie de lire un manga hyper bien dessiné, hyper bien rythmé, et hyper bien... après, c'est Naoki Urasawa, hein.
Urasawa qui nous a fait les 20th Century Boys, qui nous a fait Billy Bat que j'ai pas vu, voilà. Happy, Monster, le zèbre, plutôt incroyable. Voilà, donc c'est pas n'importe qui, hein. C'est son dernier feuilleton. Et on est dans l'après-guerre. On va suivre Azada, qui est un nom un peu très courant. Une menace qui pèse, un jeune qui s'entraîne à courir pour les Jeux Olympiques. Tout ça mélangé dans un super feuilleton hyper palpitant. C'est vraiment cool. C'est super. Allez-y, allez-y. Et ça, c'est des BD où je feuillette quelques pages, pareil, parce qu'on les a, qui arrivent dans les rayons. L'école des petits monstres, dur d'être Bolos. Bolos, c'est le petit personnage qui est là. On est dans une école où les petits monstres sont encouragés à arriver en retard, pas faire leurs devoirs, brûler leurs copies, être malpolis, tout ça. Ben ouais, c'est des monstres, quoi. Et lui, c'est genre le petit monstre hyper bien élevé, qui veut toujours arriver à l'heure, qui veut bien faire ses devoirs, qui a réponse à tout, qui est trop gentil, machin. Qui range sa chambre. Et du coup, ben, c'est un peu le cancre de l'école, à cause de ça. Donc c'est un truc un peu fun pour les gamins qui aiment bien lire des petites séries un peu courtes. Si ils sont tout le temps en train de... Ils cherchent des mortels Adèle et qu'il n'y en a plus, on peut leur filer ça. Je pense qu'ils seront tout à fait contents. Et voilà, j'en ai fini pour mes lectures de novembre. Et vous? Qu'avez-vous lu ce mois-ci? Qu'avez-vous lu Qu'avez-vous voulu? Non, qu'avez-vous lu ce mois-ci? Hop. Je vais me mettre sur ma page Sherrybox en attendant. Racontez-moi. Racontez-moi, je veux tout savoir. Ok, on va passer au film. Hein. Film, série et tout. Hop. Déjà, je regarde qu'est-ce que j'ai fait en novembre. Moi, je suis partie en vacances. Hein. Je vous ai raconté toutes mes vacances à Istanbul. C'était super. On passera... ouais. Si, je peux vous dire que en termes de musique, concert, spectacle... Je suis allée à la... J'ai fait il y a la Biennale d'art contemporain en ce moment à Lyon. Et je suis allée aux usines Fagor, là. Il me reste encore tout le reste, mais j'ai déjà fait ça. Et j'ai plus que le mois de décembre pour aller faire les autres lieux. Hop. Je sais pas si on voit des trucs sur le site de la Biennale. Hop. Je vais le mettre là. Hop. Ce qui est bien du coup, aux usines Fagor, du coup c'est un peu le plus gros lieu où il y a le plus d'œuvres. C'est dans des anciennes usines, dans des anciens hangars. Donc il y a des trucs très grands, très impressionnants. Et quand tu connais pas grand chose, tu sais qu'il y a toutes sortes de choses et qu'il va forcément avoir quelque chose qui peut t'intéresser. Voilà. Du coup, on s'était dit avec Thomas que c'était le truc qu'on allait faire en premier, au cas où on n'aurait pas le temps d'aller voir le reste, parce que c'est là où on est susceptible de voir des choses qui nous intéressent tous les deux.
Ça, j'ai bien aimé. Des fois, je regardais des trucs et je me disais, ah bah tu vois, si j'avais été artiste plasticienne, c'est sûrement ça que j'aurais fait. Ça, c'était incroyable, là. C'est toute une... on dirait un décor de film. On est dans un hangar qui est entièrement... bah, il y a des objets qui sont tout peints en gris. Mais bah, on peut évoluer autour d'un truc qu'on dirait un décor de film. Ça, c'est fou. Voilà. Il y a quand même la plupart des trucs où je comprends pas ce qui se passe. Hein. Je fais ma bobo cultivée et tout, mais rassurez-vous, j'y vais, je fais « Oh ouais, intéressant !» Et juste 3/4 du temps, je pine rien à ce qu'il y a devant moi. C'est le principe, chacun il voit ce qu'il veut. Ouais, c'est ça. Non, et puis c'est marrant parce que il y a un peu une passion sur lire les descriptifs. Tu vois qu'il y a des modes dans l'art contemporain, vraiment, parce que il y a des années où c'est très toujours sur un sujet. Ah ça c'est un arbre, c'est des arbres qui sont dans une pièce. Je sais pas, on se posait la question de comment ils étaient arrivés là. Ça me fatigue de lire ça. Bon voilà, ça, la Biennale d'art contemporain qui est en ce moment à Lyon. Très intéressant. Hein. Très très intéressant. Hop, sinon, j'ai fait un concert. Oh, elles sont trop mignonnes. Vous pouvez pas les voir, mais elles se bisoutent. Ça arrive que... Attendez. Regardez. Ah, attendez, dans combien de temps ça se bagarre? C'est jamais qu'elles font ça devant vous, du coup, je vous le laisse, hein. Ah. Alors, la guirlande. Croquette et Ronron, qui sont copines. Voilà. Je suis allée voir Damso. Je suis allée voir Damso en concert. C'était très cool, mais... What the fuck, la première partie? C'était juste une vieille playlist? What the fuck? Que s'est-il passé? Il n'y avait pas de budget pour une première partie, je sais pas. Val le mois précédent, il n'y avait pas de budget pour des écrans. Alors là, c'est bien, il y avait des écrans, du coup, je pouvais le voir. En plus, du coup, il y avait... c'était extrêmement tassé au début de salle, du coup, j'avais de l'espace autour de moi, c'était bien. Je pouvais sauter et danser sur place et chanter. Par contre, pas de première partie, quoi. Et après, pas de première partie. Hop. Ça se coupe. Compte à rebours de 20 minutes pour annoncer qu'il arrive sur scène. En vrai, moi, ça, j'ai bien aimé. Je me dis, oh, c'est l'occasion, bah, tout le monde va aux toilettes, tout le monde va chercher une bière. Mais voilà. Mais sinon, c'était cool. C'était jeune, le public aussi dans la salle, et tous les ados connaissaient les paroles par cœur. C'était assez fascinant. Mais voilà, j'étais pas... Je crois que la veille, pour le lendemain, on n'avait pas de place, on n'était pas sûr d'y aller, puis il y avait un collègue qui vendait des places, et je regrette pas d'être allée le voir. Ça fait quand même un moment que je l'écoute, ce cher Damso. Je fais pas partie des fans de la première heure et je ne connais pas toutes les chansons par cœur, mais ça fait quand même partie des
des artistes que j'écoute beaucoup, donc j'étais quand même contente de le voir. Il a quand même une présence assez ouf. Assez ouf. Personne ne voulait faire sa première partie. Franchement, ça m'étonnerait quand même. Damso, putain, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient faire sa première partie. Hop, on va passer au cinéma. Cinéma-série. Alors. J'ai plein de trucs. Ah, on a repris The White Lotus, mais c'est pas fini. Donc, déjà, la première chose qu'elle parlait, la série de Orelsan, enfin du frère du coup de Orelsan sur Orelsan. Montre jamais ça à personne. Saison 2. Je sais pas s'il y aura une 3e saison du coup. Je pense qu'ils sont un peu arrivés au bout de ce qu'ils avaient à faire, à moins qu'ils décident d'arrêter de faire de la musique. Orelsan, peut-être ça pourrait être un autre arc. Autant la première saison du coup c'était toute son histoire depuis le début jusqu'à son entrée en studio pour Civilisation du coup. Du coup c'était très riche de beaucoup de choses et que voilà, enfin il y avait plus d'épisodes aussi je crois. Il y en avait 6, là il y en avait 4. Là c'est vraiment sur la construction de l'album Civilisation, donc c'est moins riche, il y a moins de choses dedans. Ça peut être intéressant sur comment on fait un album, voilà, si vous n'êtes pas familier avec cette chose-là. Coucou Vito, coucou le Nord indépendant, le Nord indépendant, Lyon indépendant. Là, c'est vraiment... Enfin, c'est moins riche que la première saison. Moi, j'ai moins aimé que la première saison. Peut-être est-ce aussi lié au fait que je n'ai pas aimé l'album Civilisation. Peut-être est-ce que ça joue peut-être aussi dans la balance. En tout cas, ça restait quand même intéressant. Sur c'est quoi être un artiste et faire un album pendant le confinement, organiser une tournée, sur la temporalité du travail, ce que je peux un peu voir quand on crée des événements et tout. Ça reste intéressant, mais je trouvais que c'était quand même moins intéressant que la première saison. Je me demande ce qu'il a encore à dire, et du coup c'était drôle de voir à quel point... Bon, je sais pas, vous avez peut-être aimé l'album Civilisation, mais genre toutes les premières chansons qu'il a faites, visiblement, c'était des chansons qui sont sorties là dans les... comment on dit, l'extension de l'album, je sais pas si on dit comme ça pour de la musique, je connais pas vraiment grand-chose. C'était les chansons ratées, quoi. Mais voilà, c'était cool. Et même voir ce processus créatif d'avoir rien, puis l'impression d'être un génie, puis c'est de la merde, puis peut-être on peut en faire quelque chose, ça c'est un couplet qui était dans telle chanson, je vais le mettre ailleurs et tout. Ça reste intéressant. Mais c'est pas un banger comme... Mais moi aussi, j'y attendais trop. Orelsan, c'est vraiment un artiste que j'écoute depuis ses débuts, qui, pour moi, La Fête est finie, c'est l'album, son chef-d'œuvre. Vraiment, l'album était super bien construit, hyper intéressant. Des bangers, beaucoup de bangers dans cet album. Du coup, quand la série est sortie, j'étais là trop hypée, genre parce qu'en plus à la fin ils annoncent qu'il est parti en studio, genre ça va être un trop bon album. Bon, ça a été la déception pour moi, vraiment. Maintenant je peux en réécouter en entier, mais je réécouterai pas l'album en entier, je pense jamais. Il y a trop de... même l'enchaînement, comment elles sont mises à la suite des autres, je trouve que c'est ni fait ni à faire, mais bon, après ça c'est mon point de vue de... C'est juste mon point de vue à moi, franchement, qui suis-je pour émettre ce jugement. Hop. Donc voilà. Alors, on en parle des films qu'on regarde dans l'avion. Alors, voilà,
Vraiment. Je me suis fait deux films exceptionnels dans l'avion. Il y a vraiment ce truc des films d'avion. Hein. Alors ça c'est la pire dope que j'ai vue cette année et pourtant j'ai vu des trucs pas terribles. T'as vu Vito? Ah, on va pouvoir en parler. Est-ce que t'as aimé? J'ai détesté ce film. Et j'ai trouvé il y avait rien dedans d'intéressant. Vraiment, j'étais là. Ah ouais, bah c'est inintéressant au possible. Que quoi? Et la fin, elle m'a énervée. En fait, faut regarder. Je pense que les. Je veux dire. Alors, quand ça parlait de la Tour Eiffel, c'était assez cool, mais finalement, c'est très minoritaire. Et oui, ça parle. Et puis, on s'en fiche. Et en vrai, on s'en fiche, là, dans ce film de la Tour Eiffel. Et leur histoire d'amour, en vrai, on s'en fiche aussi, quoi. Le reste, j'ai failli m'endormir, ouais. C'est. Enfin, je sais pas, en fait, je pense que ce film peut satisfaire que à des gens qui veulent juste voir Romain Duris et Mama Caisse galocher. Si vous voulez en savoir plus sur la Tour Eiffel, ben vous en saurez pas plus. La construction de la Tour Eiffel. Si vous voulez voir une belle histoire d'amour, bah elle est nulle à chier leur histoire. Enfin, je suis désolée, moi j'aime les romances. Hein. Moi je suis cliente de romances. Hein. Mais moi ça m'a pas passionnée. Hein. Voilà. Et en plus, c'est quoi ce truc de à la fin là de mettre. Attends, Ronron elle veut manger mon paquet de mouchoirs. Ronron Ronron Oui. Vous savez ce qu'elle aime? Elle aime ça. Ça c'est son kiff. C'est les mouchoirs usagés. Elle me regarde là. Elle ronronne, du coup. Peut-être elle va venir me chercher. Elle se met en repérage. Ouais, du coup, Eiffel... ce truc à la fin, là, ils mettent, comment on appelle ça, avec le film. Avec un carton, là, je sais pas, quand il y a juste écrit la tour Eiffel mesure tant de mètres et sa forme est celle d'un A. Comme le nom de l'héroïne de Emma McKay, là, dans le... Ouais, un carton, dans le film. Alors que en plus, c'est même pas une vraie histoire. C'est vraiment genre... mais... ta gueule. C'est vraiment... C'est vraiment genre... Il nous met ça pour... Ils peuvent pas dire c'est une histoire vraie, machin, parce que c'est pas une histoire vraie, tout ça. Donc, genre... on va semer le doute sur le fait que c'est une vraie histoire d'amour. Et que c'est pour ça qu'elle a cette forme-là. La tour Eiffel, parce qu'on peut pas dire ça. Bref, j'ai trouvé nul. Désolé, Martin Bourboulon. Il a fait quoi, Martin Bourboulon, là? Ah, c'est lui qui a fait les 3 mousquetaires. C'est lui qui a fait Papa ou Maman 2. Voilà. Voilà. Teaser des 3 mousquetaires est sorti d'ailleurs. Ah, j'ai pas regardé. Peut-être je regardais ça. Et le deuxième film que j'ai vu en rentrant, c'était Détective Pikachu. Pokémon Détective Pikachu. Eh ben, c'était mieux que Eiffel. Je peux vous dire ça. C'est un film qui fait son office. Ah, t'as vu aussi. Ah, Vito. Qu'as-tu pensé de Pokémon Détective Pikachu? Regardez cette tête de débilos qu'il a quand même, hein, ce Pikachu.
fait, il est un peu fluffy, on a un peu envie de lui attraper la queue là. Pour moi, c'est le film. Les effets spéciaux sont mignons. Oui, en vrai, je trouve que ça a le bon budget pour un film Pokémon. Ça a une bonne histoire pour un film Pokémon. Assez pour que ça soit pris au sérieux, que ça soit crédible. Pas trop non plus pour que ça soit genre le truc qui se prend trop au sérieux non plus. C'est, voilà, pour les gens qui aiment bien les Pokémon, ils voient des Pokémon, voilà. On peut tous voir son Pokémon préféré. Pour les ados, c'est un bon film d'ado, tu peux emmener tes gamins. C'est une histoire qui se regarde, qui fait son travail. Pour moi, c'est le typique, le genre de film qui est le film honnête. Voilà. T'as ce que t'y vas et t'as ce que tu attends d'avoir quand tu vas voir Pokémon Détective Pikachu. Pas comme Eiffel, où t'attends à voir des trucs, à apprendre plein de trucs sur la tour Eiffel, ou avoir vraiment une superbe histoire autour de la tour Eiffel, sa construction et tout. Un film en costume un peu plus... Bon bref, je suis énervée contre Eiffel. Pas juste une histoire d'amour, quoi. Hop. J'ai vu Close. Du coup, je suis allée le voir. Et oui, c'est le film un peu de la chialade, hein, Close. Hein. Hop, je regarde si je fais de l'ASMR tournage de page de cahier. T'as juste envie qu'il se termine Eiffel. Ouais, vrai, clairement. Close, un très très beau film de Lucas Dont. Alors Lucas Dont, c'était un peu controversé, il avait fait Girl, qui est un film qui était controversé sur sa vision de la transidentité. Je crois que c'est ça. Qui était quand même je pense que c'est maladroit, quoi. Je pense que c'est pas plein... sur certaines choses, sur le truc, le voyeurisme et tout, mais je saurais pas très bien en parler, donc je n'en parlerai pas plus. Allez faire des recherches si vous voulez en savoir plus là-dessus. Girl, moi j'ai bien aimé aussi quand j'y suis sortie, c'était assez puissant, il y avait des trucs aussi que j'ai trouvé un peu... qui m'a mis un peu mal à l'aise, mais j'aurais du mal à mettre des mots dessus, il faudrait que je le revoie pour savoir, mais en vrai, moi j'ai bien aimé, et Close j'ai préféré, encore. Close c'est très fort, et c'est très... je trouve le gamin clairement... c'est dur hein, d'être si jeune et de porter un film sur ses épaules comme ça. Les deux gamins sont très bien, mais alors lui... c'est Eden Dambrin du coup. Ouais, c'est ça. Il est incroyable ce gosse. Les acteurs en général sont bien. J'ai trouvé. On est donc sur l'amitié vraiment très très forte entre deux garçons. Qui arrivent, alors je sais pas, le passage à l'adolescence, en tout cas ils arrivent dans un nouvel établissement scolaire, je sais pas si c'est parce que c'est le changement d'établissement scolaire se fait à cet âge-là. Et il y a des choses qui vont faire qui vont prendre de la distance entre eux. Enfin, du coup, notre héros, Léo, va mettre de la distance avec Rémi, puis il va se passer quelque chose de terrible. Et vraiment, c'est tout en nuance, tout en subtilité. C'est très émouvant, c'est un très beau film. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez le voir. Et niveau établissement scolaire, gros changement vers 12-13 ans. Et ben ça doit être ça alors. Parce qu'en France, nous, on change à 11 ans. Là, c'est l'entrée au collège. Donc on passe de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire à 11 ans.
Et donc là, ils sont un peu plus âgés et du coup, ouais, ça doit être ça. On comprend que c'est un truc assez qui les marque, quoi. Voilà. Et j'ai vu Les Miens. Putain, c'est encore en novembre que j'ai vu ça. Un film de Roche Dizem. Ouais, des fois, je veux voir des trucs... il chauffe pas, hein. Ah non, le mouchoir, il est là. Et en fait, elle essaye de repérer comment me le choper sans que je la remarque. Des fois, ils sont dans mes poches et elle vient me faire genre des câlins tranquillement. Putain. Elle a pas pris. Elle vient me faire des câlins tranquillement et pendant ce temps-là, elle met son nez dans ma poche pour me les choper. Les Miens, je suis allée le voir parce que je suis jamais allée voir de film de Roche Dizem et... Non, j'ai vu... Non, L'Innocent, il joue dedans. Et je sais plus pourquoi on parlait de son cinéma il y a pas longtemps avec quelqu'un. Du coup, je me suis dit, ah bah allez, je vais aller voir Les Miens. C'est typiquement le film qui est sympa, mais que je pense qui sera assez vite oublié. C'est pas un mauvais film, hein. Avec des choses très bien et des choses très anecdotiques, voilà. Donc on va suivre le personnage joué par Roche Dizem, Moussa, qui a une famille avec plusieurs frères et une sœur, qui est quelqu'un d'assez doux, taiseux, qui a fait plutôt profil bas, qui est plutôt du genre à aller toujours dans le sens des autres, il va lui arriver un truc, il va prendre un coup et il va avoir un trauma qui fait qu'il va commencer à être agressif et à dire un peu tout ce qu'il pense à tout le monde. Et du coup, ça va être l'occasion de situations cocasses. Non, on n'est pas dans qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Mais ça va un peu faire exploser la famille, mais en même temps, ils vont pouvoir enfin se parler, se dire les choses, c'est-à-dire. Et tous les personnages ont un peu leurs petites caractéristiques, tout ça. Donc c'est une histoire de famille assez sympathique. Voilà. Un petit film français, allez voir, pas trop con. Et après le reste, ça sera pour décembre. Vous voyez que je me suis mise à regarder Andor. Après avoir refusé de regarder toutes les séries Star Wars. Et voilà, et on en parlera le mois prochain. L'Andor. Et c'est tout, et je crois que j'ai fait le tour. Il était temps. Hop. Bon, du coup, c'est fini pour mon bilan culturel du mois de novembre. C'était encore bien dense, il s'est passé pas mal de choses. Du coup, on se retrouve le mois prochain pour le bilan culturel de décembre. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, de bons visionnages de films, de séries. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, regardé ce mois dernier, vos coups de cœur, ce que vous me conseillez. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. On fait des super blagues comme actuellement Vito dans le chat. Voilà, je vous fais des gros bisous et au mois prochain. Bye bye.